Bonjour à tous, nous allons commencer cet atelier. Le temps que les dernières personnes s'installent, ça me laissera le temps de faire quelques mots introductifs. Je suis Oriane Sébil, conseillère environnement à Intercommunalité de France, et cet atelier porte sur le financement des services publics environnementaux, services d'eau et d'assainissement, réseaux de chaleur et de froid et services de gestion des déchets, dans un contexte de sobriété énergétique et hydrique. Il résulte d'une démarche qu'Intercommunalité de France a engagée en début d'année avec un certain nombre de partenaires, nous y reviendrons. Et le point de départ était le suivant. Ces services font face à une augmentation des besoins d'investissement. Pour les services d'eau, ça peut être sous l'effet de la sécheresse, de l'amélioration de la qualité de l'eau par exemple. Et en face, les recettes sont amenées à se réduire sous l'effet de la baisse des consommations d'eau, des consommations d'énergie induites par les efforts de sobriété et également la baisse de la production de déchets. Nous avons donc travaillé sur ces sujets-là et nous allons échanger sur un certain nombre de propositions justement pour répondre à ces enjeux de financement. L'atelier durera 1h30. Les propositions d'Intercommunalité de France pour ce nouveau modèle économique des services publics environnementaux seront présentées par Régis Banquet, président de Carcassonne Agglomération et vice-président d'Intercommunalité de France en charge de l'eau, par Frédéric Léveillé, président de Terre d'Argentan, et par Odile Bégormer, vice-présidente de la communauté de communes du bassin de Pompée. Nous entendrons également le témoignage de Michel Bisson, qui est président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, et pour apporter un éclairage, un regard extérieur sur nos travaux, nous aurons également les contributions de Michel Kopfer, consultant en finances publiques locales, et Nicolas Rio, consultant en coopération territoriale. Cet atelier, je l'ai indiqué, sera assez court. On va aborder ces 3 thématiques en l'espace d'1h30. Nous avons bien sûr prévu des temps d'échange avec vous, mais nous vous donnons également d'ores et déjà rendez-vous pour un cycle de webinaires qui débutera courant novembre et qui permettra, une fois par mois, d'échanger sur, en novembre, le financement des services d'eau, en décembre, la question des réseaux de chaleur et de froid, et en janvier, sur les déchets, on communiquera bien sûr toutes ces dates. Pour commencer, je vais vous laisser Monsieur Banquet, vous laisser l'occasion de présenter justement l'origine de cette démarche et le cadre des travaux que nous avons conduits. L'origine de cette démarche, tu as tout dit. Oui. De la sobriété, donc moins de consommation, donc moins de recettes, et à côté de cela, bien sûr, des collectivités qui sont obligées de faire de gros investissements. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais avoir une pensée pour mes amis de l'Ardèche qui vivent aujourd'hui un événement exceptionnel. De mémoire d'homme, on n'en a jamais vu ça, et l'eau, on va parler du pas assez, mais eux, c'est le trop d'eau, et on a aujourd'hui 40 départements en vigilance orange, et je crois 8 en ce moment en vigilance rouge. Donc c'est pour dire que l'eau, aujourd'hui, sous tous ses aspects, est un sujet majeur pour les années à venir. Et donc, sujet majeur, qui dit sujet majeur, dit investissement important à réaliser. Et donc, dès la fin de l'année dernière, nous avons bien réfléchi comment expertiser de nouveaux modèles, alors bien sûr sur le sujet de l'eau, mais aussi sur l'énergie et sur les déchets, pour faire en sorte que bien qu'on puisse proposer à nos adhérents bien, des nouveaux modèles économiques qui pourront ou pourraient leur permettre bien de réaliser les investissements nécessaires sur l'avenir. Alors nous avons organisé des groupes de travail sur ces 3 sujets, avec bien sûr des partenariats, avec des sociétés privées. Par exemple, sur les réseaux de chaleur, il y a eu une participation avec Engie, sur l'eau avec la FP2E, donc les entreprises privées qui s'occupent, je dirais, de la gestion de l'eau, avec la FNCCR, avec les associations de consommateurs, avec tout un tas d'experts. Et ces 3 groupes de travail, bien qu'aujourd'hui, sont quelque part arrivés à essayer de formuler quelques propositions, et on va essayer de vous les détailler dans cet atelier. Alors, plus particulièrement sur l'eau et sur l'eau potable, quel est le sujet aujourd'hui? Depuis l'été 2022, on a vu une réelle prise de conscience de nos concitoyens vis-à-vis de la rareté
de la ressource et du fait que l'eau, eh elle devient de plus en plus précieuse aujourd'hui. Et donc une véritable prise de conscience sur l'effort que chacun doit faire dans sa consommation quotidienne pour essayer de faire en sorte que il n'y ait pas de coupure d'eau dans l'approvisionnement de l'ensemble de nos communes. Qui dit effort de sobriété, qui a été presque naturel. Il y a eu le même effort de sobriété, on peut s'en rappeler, lorsque on avait peur que nos centrales nucléaires n'arrivent pas à fournir l'électricité nécessaire pendant l'hiver 2022-2023, je crois. Et donc, cet effort de sobriété de nos concitoyens nous a percutés. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce changement climatique doit nous entraîner dans une démarche de sobriété. Mais en contrepartie, nous avons de gros investissements réalisés. Si je prends l'eau, c'est en gros 15 milliards d'euros sur les... Alors, quand j'entends les milliards d'euros qu'on nous enlève, je ne sais pas comment on fera de même, mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais 15 milliards d'euros sur le renouvellement des réseaux par rapport au rendement de ces réseaux qui sont dans certaines communes assez fuyards. 15 milliards d'euros en plus de ce qui est réalisé aujourd'hui et par rapport aux nouveaux polluants qui apparaissent aujourd'hui dans l'eau potable, pour fournir une eau potable de qualité à nos concitoyens, il faudra autant, quasiment, dans les 5-6 ans à venir, pour faire en sorte que l'eau que nous distribuerons soit une eau de grande qualité et non nocive pour nos concitoyens. Donc gros investissements, sobriété, comment faisons-nous pour réaliser cette équation difficile qui, quelque part, doit nous faire prendre conscience que ce modèle qui était assis quelque part sur les volumes, aujourd'hui il est dépassé, il faut en changer, et il faut aller vers autre chose. Alors dans les réflexions que nous avons menées avec toutes ces associations, ces experts, ces partenaires, nous avons d'abord dégagé certains principes qui nous paraissent intangibles. C'est tout d'abord la prise en compte de la ressource en eau dans l'ensemble des politiques publiques nationales, mais aussi locales, le renforcement des transversalités et en particulier dans les politiques d'aménagement du territoire à l'échelle locale. Tous ces enjeux liés à l'eau doivent nous faire réfléchir sur les politiques publiques que nous déployons sur l'économie, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, etc. Pour faire en sorte que ces politiques-là ne viennent pas perturber cette démarche de sobriété. Ensuite, deuxième principe, c'est que il faut que la facture d'eau, quelque part, tienne compte de tous les prélèvements effectués. Non seulement les prélèvements pour l'eau domestique, pour l'eau potable, mais aussi pour l'agriculture, pour l'industrie, de façon à ce que ces sujets-là soient aussi traités par la facture d'eau. Nous avons un principe aussi de faire en sorte qu'il y ait un véritable dialogue, une approche partenariale avec tous les usagers, de façon à ce que tous les usagers, qu'ils soient domestiques, agricoles, industriels, puissent se parler et avoir cette démarche vertueuse qui va vers un partage consenti de l'eau sur nos territoires. Ensuite, nous avons pensé qu'il y avait une nécessité à donner aux collectivités, mais aussi aux usagers, les moyens de connaître exactement l'état de nos ressources, l'état de nos prélèvements et l'état de nos consommations d'eau, de façon à ce qu'ils puissent agir sur ces consommations et ces prélèvements que nous effectuons tous les jours. Et ensuite, une autre nécessité, c'est celle d'identifier bien sûr des leviers d'action pour nos collectivités, de façon à ce que, après ces analyses-là, on puisse leur proposer quelque part des outils pour qu'ils puissent passer ce cap et régler ce problème difficile d'un côté la sobriété, de l'autre côté de gros investissements à réaliser. Donc à partir, je dirais, de ces principes-là, nous avons dégagé en gros 24 propositions, mais je ne vais pas les détailler toutes là, je vais juste mettre quelques-unes en exergue. Un, c'est sur le réglementaire, par exemple, où nous voulons améliorer la connaissance. Alors, améliorer la connaissance, c'est la connaissance, comme je disais, des prélèvements,
Et bien sûr, rendre obligatoire, par exemple, les déclarations de forage, etc., mettre des compteurs, enfin, tout ce qui va avec, donc le réglementaire. Agir sur comment on fait en sorte qu'il y ait une complémentarité entre les politiques de l'agence de l'eau et, je dirais, cette démarche de sobriété, donc soutenir avec, je dirais, l'agence de l'eau ces efforts de sobriété, et bien sûr donner une boîte à outils à nos collectivités pour bien adopter un nouveau modèle économique, une nouvelle tarification. Ça peut être sur la part fixe, ça peut être sur une tarification saisonnière, une tarification progressive, comme on a vu dans le plan eau. Ça peut être sur de la forfaitisation, ça peut être des expérimentations qui sont aujourd'hui tentées par des territoires, de façon à ce que chaque collectivité, en responsabilité de la distribution de l'eau, puisse piocher dans cette boîte à outils ce qui lui convient en fonction de sa culture, son rapport à l'eau, sa singularité, pour que rien ne s'impose d'en haut, mais tout vienne un petit peu plus d'en bas, du terrain, pour que chacun puisse choisir le modèle qui lui convient et le modèle qui convient à son territoire. Voilà un peu les réflexions qu'on a eues, réflexions qui aujourd'hui, bien sûr, sont toujours d'actualité et bien sûr, nous sommes preneurs de toutes les propositions que nous pourrions avoir par rapport à ce nouveau modèle économique sur la politique de l'eau. Merci beaucoup. Donc, c'était 3 propositions parmi 25. Donc, l'ensemble des propositions sont disponibles sur le site d'Intercanalier de France et elles ont été élaborées en partenariat avec la FP2E et la FNCCR. Donc, la dernière proposition que vous avez illustrée, c'est l'idée d'ouvrir la boîte à outils en matière de tarification. Le sujet du financement des services d'eau et d'assainissement ne se limite pas, bien sûr, à la question de la tarification, mais c'est bien sûr un sujet central. Monsieur Klopfer, vous êtes expert en finances publiques locales. Que pouvez-vous nous dire justement en termes de points d'attention pour une collectivité lors de ce choix justement du modèle de tarification? Bon, je veux dire, d'abord, il faut sortir d'un certain nombre d'images d'Épinal que l'on peut avoir sur la manière dont doit fonctionner un SPIC. L'eau et l'assainissement doivent être équilibrés, sauf dans les communes de moins de 3000 habitants. Donc l'usager paye le prix, rien que le prix et tout le prix. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les services, les calculs qui sont faits ne prennent pas en compte un certain nombre de charges indirectes qui sont répercutées, qui sont assurées en réalité par le budget principal pour le compte des budgets annexes. On n'est pas, si vous voulez, dans un système d'interdiction. Les chambres régionales des comptes ne vont pas jusqu'à éplucher votre comptabilité analytique, mais il faut le prendre en compte. Et je dirais qu'on s'est aperçu de cette question de la non-imputation de charges dans un autre cas de figure sur lequel je n'insiste pas maintenant parce qu'on en parlera en fin de séance, c'est celui des déchets, sur lequel, suite à la jurisprudence au champ contre ancienne communauté urbaine de Lille, aujourd'hui métropole, les collectivités qui étaient attaquées régulièrement par les grandes surfaces se sont mises effectivement à affiner leur comptabilité analytique pour prendre en compte ces refacturations. Mais pour être très clair, si vous voulez, on ne va pas échapper à une augmentation régulière du prix de l'eau. D'abord parce que, et ça a été rappelé par le président, on est dans une situation où les normes deviennent de plus en plus exigeantes, les investissements sont de plus en plus lourds et les consommations baissent. Donc je ne vois pas comment on peut échapper à une augmentation de prix. Alors comment on peut la répartir ensuite de manière équitable? La première chose à laquelle on pense quand on a des augmentations tarifaires et une baisse de consommation, c'est de mettre une partie fixe. Vous savez qu'elle est limitée à 30%, sauf dans des zones touristiques où on peut aller jusqu'à 40%. Et de surcroît, si on se contente de dire, je crois qu'on est aujourd'hui en moyenne à 17% de partie fixe France entière, mais si on se disait, on tangente les 30, on fait quelque chose qui est antisocial. Puisque par définition, évidemment, celui qui consomme très peu, bah, il va se prendre la part, on sera à 30% en moyenne, mais lui, il sera plus que 30%. Hein, donc c'est quelque chose de fondamentalement injuste. Donc un des moyens, si vous voulez, pour arriver à se sortir de cette équation dramatique, c'est de mettre un tarif progressif
assortie avec une part fixe qui tangente effectivement, qui est assez élevée, qui sécurise budgétairement la collectivité. Et je voudrais, parce que je sais que les temps sont un petit peu minutés, donc je ne veux pas prendre trop, on est 6 autour de la table pour 1h30 et 3 sujets, je voudrais aussi insister sur un point, c'est que quand vous faites une prospective d'un service d'eau ou d'assainissement, ce n'est pas uniquement l'épargne brute et la capacité des endettements qui sont à regarder, c'est l'équilibre budgétaire. Et donc là, il faut se poser un certain nombre de questions sur sa capacité à prendre en charge les dotations aux amortissements, et par conséquent de regarder aussi si on n'a pas les moyens de jouer sur les durées d'amortissement, parce qu'on a vu un certain nombre de situations dans lesquelles effectivement financièrement ça passe très bien. Pour être encore plus direct avec vous, je me souviens de formations que j'avais animées pour la Banque européenne d'investissement. Je peux la citer parce que c'est une banque que toutes les collectivités souhaitent s'attacher, puisqu'elle n'a pas d'actionnaires qui réclament des dividendes, donc elle est plus compétitive que les autres. Et puis on a parlé de la manière dont on examinait la consolidation des comptes en analyse financière, et ils ne s'étaient pas encore aperçus, peut-être l'ont-ils fait maintenant, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, ils ne s'étaient pas encore aperçus que quand on consolidait un budget principal avec un budget d'eau et d'assainissement, généralement ça l'améliorait, parce que les contraintes budgétaires étaient telles que, au contraire, les ratios de solvabilité étaient très bons dans les réseaux d'eau et d'assainissement. Simplement, c'est sur le plan budgétaire qu'il faut voir si vous allez passer pour ne pas être en déséquilibre parce que vous avez trop de dotations d'amortissement et que vous n'arrivez pas à les assumer avec vos recettes de fonctionnement. Merci pour ces compléments. Monsieur Banquet, vous souhaitez réagir? Non, juste le modèle économique qu'on entrevoit un petit peu, c'est pas tant sur, parce que je veux réagir à l'augmentation du prix de l'eau, parce que c'est quelque chose dans nos communes c'est peut-être la chose la plus sensible. Dès qu'on augmente de 10 centimes, c'est comme si on leur arrachait le cœur. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas raisonner en prix au mètre cube. Je crois qu'il faut se sortir de cette habitude qu'on a de raisonner au prix au mètre cube. Il faut raisonner au niveau du montant de la facture. Et c'est au niveau du montant de la facture qu'il faut raisonner, c'est-à-dire qu'une facture moyenne en France, c'est autour de 550 €. Mais le but du jeu, c'est de ne pas bouger la facture, quelque part, en diminuant la consommation. De façon à indirectement augmenter, oui, le prix de l'eau, mais sans que ça touche, je dirais, le portefeuille et le pouvoir d'achat de la personne. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que comme on n'impute pas des charges provenant du budget principal, en réalité, il y a une subvention du budget principal. C'est le contribuable qui paye une partie de la facture de l'eau. Oui, alors ça, je dirais que pour les communes, peut-être. Mais je vous garantis que dans les intercommunalités, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je veux bien que dans les communes, il y ait cette porosité entre ces budgets, mais je peux vous garantir que dans les intercos, c'est plus que rare, pour ne pas dire ça n'existe pas. Mais je terminerai que si jamais on arrivait à transférer cette compétence totalement vers l'intercommunalité, ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus fidèle à ce que vous recherchez. C'est-à-dire que dans mon budget à l'agglo, je peux vous garantir que c'est l'eau qui paye l'eau et ce n'est pas le budget principal qui vient le secourir. Merci pour ces propos. Et justement, dans vos intercommunalités, est-ce que ça fait écho à des situations que vous rencontrez déjà en termes de baisse de consommation, besoin d'investissement en augmentation? Comment est-ce que vous y répondez? Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer? On a du temps pour des échanges, donc n'hésitez pas à lever la main. Je ne vois pas où, mais à droite. Alors, oui. Alors, un micro arrive, je pense, devant à droite. On offre une session de sport à nos valeureux hôtes et hôtesses. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Fabien Durand, je suis maire de Saint-Savin dans l'Isère, sur la communauté d'agglomération Porte de l'Isère et vice-président au cycle de l'eau. Donc effectivement, je vous rejoins sur la thématique tarification de l'eau. C'est un vrai sujet, un défi qui est devant nous, hein, puisqu'on a de plus en plus de défis à relever sur les chantiers, les défis qui seront ceux de demain. Pour autant, sur notre agglomération, les investissements qu'on fait, ça concerne 75% des investissements qu'on fait.
c'est pour répondre à du réglementaire uniquement. Voilà. Donc c'est vrai que l'autre défi qu'on aura, c'est ce qu'on discute un petit peu quand on doit faire tout ce bloc, c'est qu'il faudra à un moment donné, effectivement, le tarif de l'eau, on sent bien que 500, 600 euros par foyer, en fait, en moyenne, sur une année, c'est pas forcément quelque chose qui est, enfin, je veux dire, par rapport à toutes les autres dépenses, qui reste quand même assez minime. Alors effectivement, c'est facile de le dire, c'est moins facile à le faire comprendre aux gens. On sent que c'est un sujet qui est très délicat. Pour autant, je pense qu'effectivement, moi je rejoins l'idée de dire il faut qu'on ait quand même, parce que c'est un cercle qui est quand même vicieux, plus on appellera à la sobriété, ce qui est très bien aussi, on va avoir des vrais sujets de raréfaction des ressources. À partir de janvier 2025, on va même faire des mesures de PFAS dans tous nos captages et on risque d'avoir des grandes surprises sur des territoires. Et donc ça va nous demander des traitements qui seront colossaux et qui seront quasiment non finançables, sans augmenter la tarification de l'eau. Et donc il faut qu'on arrive à stabiliser et au moins avoir des recettes quand même qui sont fiables. Et ça, c'est le défi qu'on aura demain. Donc moi, je pense que la priorité avant tout, dans toutes les recommandations qu'on peut faire, c'est il faut qu'on arrête et qu'on nous évite à chaque fois de nous remettre des contraintes réglementaires sur ce sujet-là, parce que sinon, effectivement, c'est la course à l'échalote. Et l'autre point qui est quand même particulier, c'est qu'on arrive, on vient de fêter les 80 ans de la libération de beaucoup de villes de France. Nos réseaux ont été construits après guerre ou ont été reconstruits. On est sur un bel exemple ici au Havre. Et donc aujourd'hui, nos réseaux sont en souffrance. Et donc il faut aussi faire appel à l'innovation, à de nouvelles technologies pour travailler sur tout ce qui est le rendement, l'amélioration et au-delà même de la qualité, mais il faut aussi travailler sur le patrimoine. Et là, les intercos vont avoir de gros défis puisque il faut tout reconstruire, une grande partie de nos réseaux qui aujourd'hui arrivent sur un premier cycle de vie terminé. Merci. On peut prendre une deuxième réaction si quelqu'un au centre, oui. Merci. Donc Fabrice Mazurier, président de Saint-Lô Agglomération dans la Manche. Merci déjà pour d'aborder ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui effectivement qui concerne beaucoup de collectivités. Mais au-delà de ça, effectivement, M. Klopfer parlait du prix progressif de l'eau dans son intervention, avec effectivement des prix qui ne pourront pas de manière importante augmenter au niveau du forfait. Mais comment vous voyez, vous, effectivement, la distinction entre les entreprises, les particuliers, enfin en tout cas les différents usagers de l'eau? Tout à l'heure, on parlait effectivement qu'il fallait mieux connaître la consommation, peut-être mettre des compteurs, notamment sur les forages individuels. Mais demain, effectivement, dans l'usage de l'eau, il y a les particuliers, il y a les entreprises, il y a les exploitants agricoles. Et donc, comment vous voyez effectivement la future, en tout cas la tarification de l'eau demain, avec les logiques effectivement de sobriété, mais tout en maintenant effectivement un secteur économique qui reste attractif par rapport aux entreprises du territoire? Bon, d'abord, si vous voulez, la question de la progressivité, elle peut se faire sur la consommation, mais elle peut aussi se faire sur le diamètre des installations, hein, de manière à pouvoir distinguer entre les particuliers, les socioprofessionnels. Je sais qu'on a eu cet échange d'ailleurs à table avec monsieur le maire d'Argentan, qui aura l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Mais je voudrais peut-être encore une fois revenir et puis rebondir sur la question qui a été posée par le précédent intervenant de la salle, sur la question de la durée des installations. Comme on l'a vu, on a un vrai problème d'équilibre budgétaire. Et souvent, quand on est obligé d'augmenter le prix, ce n'est pas pour avoir de l'épargne brute, c'est pour arriver à équilibrer le budget primitif en prenant en compte les dotations d'amortissement. Bon, c'est quoi les dotations d'amortissement? C'est un problème comptable. Bon, quand vous avez un réseau, donc si j'ai bien compris, je fais un calcul, 80 ans depuis la libération, donc c'est peut-être pas en 45 qu'on a bétonné, mais mettons que ce soit en 50 ou 55, donc ça veut dire que le réseau il a 70 ans, il a tenu jusque-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas desserrer le goulot des durées d'amortissement? Et je peux vous dire, pour avoir expérimenté avec Bercy, ça peut se faire. Alors je vais vous prendre un autre sujet qui n'est pas sur l'eau, mais il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, je suis allé à Bercy au nom d'un département, le Doubs pour ne pas le nommer, qui était obligé d'amortir sur 15 ans, je dis bien sur 15 ans,
les subventions d'équipement qu'il versait à Réseau Ferré de France, aujourd'hui SNCF Réseau, pour la ligne LGV. Bon, et j'ai expliqué à Bercy que c'était un investissement séculaire et que si on prenait un investissement séculaire géré par le privé, c'est-à-dire le viaduc de Millau qui était construit à peu près au même moment, eh bien lui on amortissait sur 75 ans. Eh bien, le résultat des courses, c'est qu'on est passé de 15 à 30, puis de 30 à 40, et comme beaucoup le savent ici, depuis 2015, on peut neutraliser l'amortissement des subventions d'équipement. Donc s'il y a aujourd'hui un problème, c'est-à-dire une véritable déconnexion entre la durée effective des immobilisations et les normes comptables qu'on est obligé d'appliquer, ben on pourrait peut-être se poser la question de savoir si on ne peut pas, disons, boucler un peu l'équation en jouant sur ce paramètre. Et en complément, M. Banquet, vous devez peut-être réagir sur le sujet des exigences réglementaires, également de la distinction entre usagers. Alors, nous, le principe par rapport à l'agriculture et l'industrie, c'est que, bien sûr, il peut y avoir des prix différenciés, bien entendu, entre un industriel qui consomme beaucoup d'eau, etc. On est sur un principe d'arrêt de la dégressivité de la tarification, c'est-à-dire plus on consomme, moins on paye. Ça, on est plutôt sur l'arrêt de la dégressivité. Par contre, une distinction entre les deux formes de consommation, bien entendu, mais il faut arriver à ce que tous les usagers payent l'euro de façon à ce que l'eau ne soit pas gratuite quelque part pour certains et payante pour d'autres. Et idem pour quelque part la redevance vers les agences de l'eau aussi, de façon à ce que tout le monde puisse contribuer quelque part collectivement à la politique de l'eau d'un territoire. Alors, bien sûr, ça demande beaucoup de débats, certainement de disputes avec certaines professions, je vois d'ici lesquelles, mais il faudra arriver à ce que bien tous les usagers se mettent autour de la table pour bien discuter, mais surtout se mettre d'accord sur les politiques de l'eau demain. Comment pourrons-nous faire de façon à ce que, bien, à la fois d'un côté les redevances agences et à la fois la préservation de nos ressources puissent être compatibles avec les consommations d'eau que nous devons faire, que ce soit en industrie, que ce soit en agriculture, que ce soit au niveau domestique. Parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire si on n'aide pas nos agriculteurs à irriguer. On ne peut pas parler de souveraineté énergétique si on n'aide pas nos industriels ou nos centrales nucléaires à refroidir quelque part leur process. Et donc on est condamné à ce que eh bien, tous ces usages se mettent autour de la table, s'entendent pour bien avoir une démarche commune, concertée et avec un compromis quelque part, mais pas de compromission pour que bien l'ensemble des usages soient concernés par l'économie de l'eau. Merci. La question de la souveraineté énergétique nous fait une bonne transition pour la deuxième thématique qu'on souhaitait aborder avec vous. Un deuxième groupe de travail dans le cadre de la démarche d'Interconnected France a porté sur le financement des réseaux de chaleur et de froid. La problématique de départ était similaire, c'est-à-dire que les enjeux de sobriété énergétique vont amener également une réduction des consommations, mais on voit qu'en zone rurale, le potentiel de développement reste encore assez important et nous allons y revenir. Et justement, sur ce sujet, Monsieur Léveillé, vous êtes président de Terre d'Argentan, une intercommunalité qui est impliquée dans le développement de projets énergétiques locaux et notamment sur la chaleur renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous partager également quelques propositions du groupe de travail qui font justement écho à la situation de votre territoire? Alors, je vais peut-être commencer finalement par les propositions du groupe de travail, parce que je pense que ça permettra après d'avoir une illustration. D'abord, on est avec un mécanisme sur les énergies qui est un mécanisme multiple et global. Donc là, on va évidemment de manière spécifique parler des réseaux de chaleur, mais on pourrait parler évidemment de beaucoup d'autres sujets, y compris sur à la fois l'approche de sobriété et les réponses qu'on peut avoir sur les territoires. Sur le groupe de travail sur lequel on a pu travailler, je vais évoquer 3 propositions, là aussi. Première proposition qui est de planifier les différentes ressources à l'échelle des intercommunalités, et je pense que la logique de planification écologique, elle est suffisamment aujourd'hui identifiée et fléchée, et on a besoin, y compris sur les énergies, de pouvoir assurer une vraie stratégie de planification que normalement d'ailleurs on trouve dans
la quasi-totalité de nos intercommunalités via le PCAET, puisque le plan climat-énergie territorial, normalement, fixe et doit fixer une trajectoire, y compris en matière énergétique. Et donc, c'est important, je pense, de le dire et de le rappeler. Le deuxième point, c'est de soutenir l'ingénierie dans nos collectivités. Et c'est vrai qu'on le sait bien, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui que de pouvoir avoir sur l'ensemble des sujets énergétiques des compétences. Et ce n'est pas toujours simple. D'abord parce qu'on est beaucoup à en chercher et forcément il y a parfois pénurie. Et donc on a besoin de vraiment pouvoir travailler sur cette logique qui va nous permettre de pouvoir avoir une ingénierie de qualité, à la fois dans nos services et puis en même temps avec des partenaires avec lesquels on travaille. Et puis enfin de simplifier, et je fais référence à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les règlements et sur les opportunités qui nous sont données, de simplifier les petits réseaux de chaleur sur nos territoires. Et je pense que c'est un vrai sujet sur lequel aujourd'hui on doit aborder à la fois une vision de développement économique, de modèle économique, et d'opportunités qu'on peut avoir sur les territoires, sachant que nous n'aurons pas les mêmes opportunités selon nos territoires. Et je pense que ça, c'est un préalable qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que, y compris ce que je vais vous présenter sur un territoire qui est le mien, c'est potentiellement duplicable dans certains endroits, mais potentiellement pas dans d'autres. Voilà, parce que on est tous différents, mais pour le temps, on a tous des atouts sur lesquels on doit pouvoir être capable de s'appuyer. Je vais vous présenter, moi, un réseau de chaleur qui date de 2009, qui a commencé avec 6 km de réseau, qui aujourd'hui en est à 9 km, donc sur la ville d'Argentan, et qui est un réseau qui est à partir de bois déchiqueté, et qui a permis de pouvoir irriguer, ce qui est le cas aujourd'hui, l'équivalent de 2000 logements, en particulier des logements sociaux, et l'essentiel de nos bâtiments publics. Ce qui ne fut pas forcément une mauvaise idée, en particulier en 2022 sur le centre aquatique. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que ça pouvait nous servir. Et je le dis, et ça aussi c'est important en termes à la fois de soutien financier, on travaille en DSP, mais la stratégie qui a été la nôtre dès 2009 a permis à la population, et en particulier la population qui était dans les logements sociaux, de diminuer ses dépenses d'énergie, en particulier de chauffage, de 17%. Ce n'était pas une petite affaire, et on a vu, grâce à l'utilisation du bois, une continuité en termes de coûts, sauf en 2022. Puisque 2022, et vous savez que quand on a un réseau de chaleur bois, il y a quand même une chaudière gaz en supplément éventuel pour l'hiver en particulier, et c'est cette petite partie qu'on n'a pourtant pas beaucoup sollicité, mais qui a fait qu'il y a eu une augmentation en 2022 des coûts de chauffage sur les collectifs. Ça veut dire qu'il faut là aussi qu'on imagine et qu'on innove et qu'on travaille sur des opportunités qui peuvent nous permettre de pouvoir à la fois continuer à réduire des coûts et en même temps à optimiser les résultats. Et donc moi je vais vous donner une piste que nous travaillons aujourd'hui, c'est que ce qu'on souhaite pour justement éviter l'utilisation du gaz, c'est de pouvoir intégrer de la chaleur fatale de nos entreprises à l'intérieur même du réseau, ce qui va nous éviter l'utilisation du gaz et surtout va optimiser une chaleur qui aujourd'hui est perdue. Nous, on a des entreprises de froid et on a des entreprises qui travaillent avec des pyrolyseurs. Les unes comme les autres, elles perdent aujourd'hui la chaleur puisque tout ça s'en va, alors qu'on peut l'optimiser et faire en sorte de le rentrer dans le réseau, au moins pour une part, et donc de diminuer notre consommation de gaz. C'est-à-dire que si on veut partir du principe qu'à la fois il va y avoir une sobriété, mais en même temps, autant sur l'eau, il va y avoir des vraies avancées, autant sur les sujets de chauffage, même si on passe de 19 à 17, de 17 à 15, voire de 15 à 12, mais enfin à un moment, on va quand même faire s'arrêter, parce qu'on ne va pas y arriver. Donc on va quand même avoir une vraie production indispensable, et donc il faut qu'on trouve aussi des moyens en tant que collectivité pour pouvoir réduire les coûts, sachant qu'on ne pourra pas descendre en matière de température trop bas, et donc il y a des vraies nécessités. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, et ce n'est pas l'exemple, mais c'en est un qui peut éventuellement être dupliqué selon les situations et selon les résultats. Je rappelle que c'est une chaufferie au bois déchiqueté et que le bois vient en proximité, ce qui d'ailleurs nous permet aussi de développer une filière bois et d'avoir une vraie vision économique sur un territoire qui me semble être là aussi importante en termes de stratégie territoriale.
Je vous remercie pour continuer sur ce sujet. Donc, vous avez évoqué le fait que les situations sont très différentes en termes de potentiel de développement de réseaux de chaleur d'un territoire à un autre. Justement, dans les territoires urbains, notamment urbains denses, il peut déjà y avoir une problématique d'équilibre économique et de réduction des consommations. C'est ce que vous avez observé, Nicolas Riot, dans le cadre d'une étude sur les modèles économiques des services urbains au défi de la sobriété. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on observe, justement, ces constats-là, et quelles solutions déjà sont envisagées? Effectivement, nous, dans ce travail sur les modèles économiques des services urbains au défi de la sobriété, on a vraiment été surpris avec mes collègues d'Ibicity et d'Espedia par l'ampleur de cette érosion des consommations induite par la sobriété. On pensait que c'était une question prospective et en réalité, on s'aperçoit que c'est déjà là, que cette sobriété soit subie ou choisie, et qu'elle a des conséquences sur le modèle économique en termes de manque à gagner qui sont extrêmement significatives. Je vous donne deux exemples. Un premier exemple sur les réseaux de chaleur avec une étude de cas qu'on a fait sur la métropole de Nantes. Et du coup, là, on voit bien qu'on est pourtant sur une métropole en très forte croissance démographique, et ce qu'on observe, c'est que certes, est en croissance démographique, et puis avec une logique de fort développement de ces réseaux de chaleur. Et ce qu'on observe, c'est qu'en global, le volume consommé sur ces réseaux de chaleur augmente, mais deux nuances. D'une part, il augmente moins vite que prévu, par rapport aux projections qui étaient établies dans la délégation de services publics de 2018, en fait, on est à moins 25% par rapport aux projections escomptées, ce qu'ils expliquent par un mix entre à la fois réchauffement climatique d'un côté et rénovation énergétique du bâti de l'autre, qui fait que pour des raisons de sobriété, les besoins de chaleur se réduisent. Et puis, la deuxième nuance, c'est qu'on s'aperçoit que la consommation par habitant, elle, diminue. Que le réseau a doublé de taille en 10 ans, mais que, par contre, les consommations par abonné se réduisent, ce qui amène à multiplier le nombre de sous-stations du réseau, ce qui produit à la fois une baisse de recettes, puisque en plus les abonnés s'abonnent à une puissance moindre, et donc la part fixe de leur abonnement se réduit, et puis à une hausse des coûts, parce que qui dit augmentation du nombre de sous-stations dit augmentation du coût d'exploitation. Et donc par rapport à ça, ils ont, j'allais dire, la même solution que dans d'autres territoires, c'est de se dire, pour compenser cette érosion des consommations, on va étendre le réseau et on va aller raccorder d'autres usagers. Mais la question, c'est jusqu'à quand cette solution va fonctionner. Et ce qui est intéressant avec Nantes, c'est qu'ils ont essayé d'estimer quel va être le moment de leur pic de réseau de chaleur, là où on sera arrivé un peu à la limite des capacités d'extension du réseau. Et eux l'estiment à 2028. 2028, c'est dans même pas 4 ans. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu d'anticiper dès maintenant l'épuisement de ce relais de croissance qui sert à équilibrer le modèle économique et à mieux intégrer cette érosion des consommations dans le modèle économique des réseaux de chaleur et la dégradation de la rentabilité qu'on observe. Peut-être un deuxième exemple, si j'ai le temps, sur les déchets. On a aussi regardé le territoire de la communauté urbaine de Besançon. Et Besançon, c'est intéressant parce qu'ils ont mis en place, il y a un peu plus de 10 ans, la tarification incitative. Et suite à ça, ils observent une baisse du volume de déchets résiduels produits par habitant de 40%. 40%. Et ils estiment que cette baisse, elle n'est pas complètement terminée, puisqu'ils visent un objectif de 100 kg de déchets résiduels par habitant et par an. Et ça montre bien, et avec la tarification incitative, donc ça veut dire qu'en plus, le manque à gagner, il est presque, j'allais dire, d'autant plus fort, puisque les volumes qui diminuent sont ceux qui étaient censés être
tarifé au plus fort. Donc le manque à gagner est important, ce qui montre bien que la question, ce n'est pas uniquement un problème de tarif, c'est avant tout un problème d'assiette de facturation. Et c'est ça qui est en jeu derrière la sobriété, c'est que l'assiette de facturation peu à peu se rétracte, diminue, et c'est ça qu'il va falloir gérer à l'avenir, notamment pour voir comment on ajuste les coûts, qui sont essentiellement des coûts fixes, par rapport à cette réduction des consommations, ce qu'ils ont fait à Besançon, en réduisant la fréquence de collecte, en faisant le choix de ne pas investir dans la rénovation d'un de leurs fours d'incinérateurs, justement en tirant parti de cette érosion des consommations. Oui, monsieur Léveillé, vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaitais réagir parce que justement, ce qui est intéressant à observer, c'est que on a des choix, alors vous l'avez dit, soit contraints, soit volontaires, mais qui font que de toute façon, on a des réductions de consommation. C'est plutôt salutaire. Je trouve que c'est plutôt intéressant à observer. Et ça veut dire que, y compris pour nous, collectivités, comme pour d'autres, y compris les opérateurs, et ce sera à mon avis aussi valable pour les déchets, faut recalibrer les modèles. Et recalibrer les modèles, ça veut dire qu'il faut davantage les territorialiser et leur donner une capacité à faire que, à la fois, un territoire puisse être producteur et consommateur. Et pas à rentrer dans un mécanisme de massification tel qu'il existe aujourd'hui, qui arrange bien un certain nombre d'opérateurs, mais qui finalement a des vraies conséquences à la sortie, y compris par rapport à l'existant. Et on le voit bien, et je pense que ça fait partie vraisemblablement des stratégies qu'on doit mettre en œuvre sur nos territoires pour pouvoir à la fois assurer une production et une consommation, en particulier je prends le domaine énergétique, d'ailleurs avec un mix énergétique, parce que là on a juste évoqué le réseau de chaleur, mais je pense qu'il faut justement avoir une vision avec un mix énergétique, parce que c'est comme ça aussi qu'on permet de répondre aux différents enjeux, y compris pour des populations différentes entre habitants, entreprises, services publics, etc. Et là, on a une nécessité de recalibrage. Ça veut dire que, y compris dans nos stratégies de PCAET, il faut qu'à un moment, on puisse avoir une forme de révision avec une stratégie qui change ou qui évolue et qui prend en considération ces changements. Parce que sinon, aujourd'hui, on va finalement trop produire et pas assez consommer. Et donc, on va se retrouver dans un mécanisme qui va être quand même un mécanisme un peu inversé de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire produire juste pour consommer juste. Tout à fait. Merci d'avoir souligné cette importance de la planification énergétique des consommations et également de la production. On va passer bientôt au sujet des déchets qui étaient évoqués par Nicolas Riault juste avant. Sur la question de la sobriété, on l'a évoqué, choisie ou subie, elle souligne aussi la question de l'accompagnement et de l'équité sociale. On l'a évoqué avec l'eau, mais c'est une problématique fondamentale également dans le cadre de la transition énergétique. Donc je souhaitais vous donner la parole, Monsieur Bisson. Vous êtes président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, et votre intercommunauté est justement particulièrement engagée dans cette dimension sociale pour la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Avec plaisir. Nous appelons d'abord ça la transition sociale et écologique, et pas seulement la transition écologique, puisque nous sommes peut-être simplement convaincus que la transition écologique doit être sociale, sinon elle sera antidémocratique. Antidémocratique, ça veut dire soit autoritaire, soit subie. Donc je pense à l'Ardèche et ce que tu as évoqué, à l'instant. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Et quand on sait que à chaque fois qu'il y a des événements subis, ce sont les populations les plus modestes, évidemment, qui en pâtissent. Ce sont à la fois celles qui ont l'empreinte carbone la plus faible et qui, en même temps, évidemment, pâtissent des événements. Donc, d'une certaine manière, c'est la double peine. Et c'est pour cela que la transition écologique doit être sociale. La deuxième conviction, je crois qu'on la partage, c'est que la réponse, évidemment, à cet enjeu du réchauffement climatique passe par les territoires. Et la présidente d'honneur disait que 50% des réponses passent
par les territoires. Voilà. Au moins 50% passent par les territoires. Donc on voit bien, évidemment, l'enjeu qui repose sur nos épaules. Dire aussi que, peut-être troisième élément, on dit souvent, mais en tant que consommateur, en tant que citoyen, on a évidemment un rôle, mais ce rôle-là, dans les différentes études, démontre qu'il pèsera entre 15 et 20%, donc on est évidemment très loin de la cible, mais c'est bien par les infrastructures que nous mettons en place, que nous orientons les comportements nouveaux, donc la responsabilité, elle est d'autant plus importante. Et sur notre territoire, pour répondre à cela, ce que nous avons pris, je dirais, comme ligne directrice, comme boussole, c'est la maîtrise publique. Voilà. La maîtrise publique de l'eau et la maîtrise publique de l'énergie. Je pourrais rajouter la maîtrise publique du sol, mais c'est un autre sujet. Maîtrise publique de l'eau, maîtrise publique de l'énergie. Maîtrise publique de l'eau, peut-être commencer par cela. D'abord avec un passage en régie qui permet d'avoir une gouvernance qui associe les associations, donc les habitants. Donc c'est important en termes de sensibilisation, bien sûr, mais aussi pour avoir le juste prix, c'est-à-dire le prix qui soit le plus bas possible, sans qu'il y ait évidemment des contreparties ou des dividendes à verser à des entreprises, puisque tout est immédiatement réinvesti. Et puis, peut-être quelques éléments qui éclairent, qui ne répondent pas, mais qui en tout cas viennent, je dirais, abonder l'excellent travail qui a été fait. Par rapport à cette tarification, ou en tous les cas les différents leviers que nous pourrions utiliser pour faire en sorte effectivement que le prix de l'eau ne repose pas seulement sur l'eau paie l'eau, parce qu'on sait bien que ce système-là évidemment n'est pas juste aujourd'hui. Bon, il y a la question pollueur-payeur, voilà, comment oriente-t-on effectivement des événements que subis vers l'eau. La question de l'agriculture, elle a été abordée à la fois sous l'angle du juste prix, ça n'est évidemment pas évident, mais aussi, je pense qu'il nous faut avoir en tête évidemment une démarche grand cycle de l'eau, qui tiennent en compte à la fois de la lutte contre les inondations, de la biodiversité, de la GEMAPI, bref. Et de ce point de vue, il y a une initiative qui a été prise par Hauts-de-Paris, donc ce n'est pas Grand Paris Sud, mais par Hauts-de-Paris, qui aujourd'hui alimente l'ensemble des Parisiens à partir de nappes qui sont captées notamment en Seine-et-Marne. Eh bien, ils ont passé un certain nombre de conventions avec des agriculteurs qui permet à ces agriculteurs de moins utiliser de pesticides, d'avoir une agriculture qui soit plus vertueuse sur le plan écologique, qui ainsi pollue moins la nappe et qui ainsi permet à Hauts-de-Paris de mettre moins de dispositifs pour, rendre l'eau plus propre. Voilà, donc on est sur la préservation de la ressource, mais sur quelque chose qui est évidemment très, très vertueux. La question des industriels, vous l'avez évoqué, alors là c'est le surplus de production. Évidemment, c'est des coûts one-shot. Moi, j'ai un exemple sur mon agglomération avec l'entreprise Coca-Cola qui avant puisait dans la nappe. Elle en avait l'autorisation. Aujourd'hui, et plutôt demain même, elle devra se raccorder à la régie. Donc là, c'est évidemment quelques centaines de milliers de litres puisqu'il faut 3 litres d'eau pour faire un litre de Coca. Peut-être rajouter aussi la capacité que nous avons à travers nos installations à produire de l'énergie. Nous avons des stations d'épuration. Eh bien, sur nos stations d'épuration, nous avons mis des dispositifs de méthanisation des boues qui permettent tout simplement de produire du biogaz qui est ensuite réinjecté sur le réseau. Et on est sur un système qui est bénéficiaire pour le public. Donc là, bénéficiaire pour le public. Donc voilà peut-être des exemples qui permettent simplement de démontrer qu'il y a quelques leviers que nous pouvons activer pour faire en sorte de financer l'eau de différentes manières. Je rajouterais même l'eau plaisir, puisque nous travaillons aussi sur la baignade en Seine, mais qui du coup impose à ce que l'eau soit évidemment la plus propre possible. Et on est là dans quelque chose qui est évidemment extrêmement vertueux, y compris sur le plan pédagogique. Je suis capable de le dire conceptuellement et certainement pas de le dire de manière chiffrée, mais je crois que ce que l'on est en train de faire, c'est d'abandonner tout simplement le concept de l'eau ressource inépuisable, à travers peut-être, je dirais, 3 dimensions qu'il nous faut mettre dans le bon ordre. L'eau pour la vie d'abord, donc c'est l'eau évidemment dont on a besoin, l'eau que l'on boit. J'ai pas dit l'eau de vie, j'ai dit l'eau pour la vie. Il y a ensuite l'eau citoyenne, celle qui permet tout simplement de construire là où nous sommes assis et là où vous êtes assis. Donc c'est un peu cette eau qui permet tout simplement d'avoir une vie
vie épanouie. Puis ensuite, il y a l'eau ressource, celle plutôt l'eau confort, même pourrait-on l'appeler. Et je crois qu'il nous faudra à l'avenir, évidemment, faire une différence entre ces différentes approches. Un mot peut-être, si vous me permettez, sur les réseaux de chaleur, puisque nous sommes sur Grand Paris Sud, 23 communes, 350 000 habitants, le deuxième territoire en matière d'utilisation des réseaux de chaleur après Paris. Voilà, donc on a une puissance de feu assez phénoménale, historique, hein, et qui s'appuie évidemment sur de l'énergie recyclable ou renouvelable. Donc c'est à la fois des puits en géothermie profonde, puisqu'on a la nappe du Dogger qui est sous nos pieds, mais évidemment c'est aussi des chaufferies, ce sont aussi des chaufferies bois, c'est aussi des usines, je fais le lien avec les déchets, puisqu'à travers l'incinération, évidemment, on produit de l'énergie électrique, mais aussi évidemment de la chaleur. Et puis, nous sommes aussi un territoire qui commence à accueillir des data centers. Les data centers produisent de la chaleur fatale, et donc tout ça permet d'alimenter évidemment des réseaux de chaleur. Ce qui est important pour nous, c'est un ou deux même peut-être, que ce soit de l'énergie recyclable ou renouvelable, et en que le prix de sortie soit systématiquement inférieur au prix du gaz. Et comme en plus, évidemment, dans la durée, on est capable de garantir ce prix-là, on est sur quelque chose qui est extrêmement vertueux sur le plan écologique, mais aussi sur le plan social. Ça nécessite évidemment d'être accompagné financièrement au moment de l'investissement, parce que les modèles économiques, je pense qu'on sait les construire. Et au moment de l'investissement, évidemment, on a besoin du fonds vert, mais enfin, il est un peu pâle en ce moment. On a besoin de l'ADEME, qui fait un travail absolument remarquable, mais qui a aussi évidemment besoin de moyens. Et a été évoqué aussi le fait qu'on ait besoin de financement européen. Donc il y a la Banque publique européenne, c'est vrai, mais je crois qu'on pourrait plaider collectivement à ce que les territoires aient accès directement à la Banque centrale européenne pour avoir à minima des prêts à taux zéro, voire des prêts négatifs, quand il s'agit tout simplement d'investissements publics vertueux en matière de transition sociale et écologique. Merci, nous ressortons avec déjà des propositions à approfondir. Pour compléter justement le paysage des travaux qu'on a pu conduire, Madame Begormer, est-ce que vous pouvez nous partager également un certain nombre de propositions qui ont été travaillées par Interconnect France sur le financement des déchets? Oui, effectivement, on s'est aussi attaché à la politique publique de gestion des déchets, parce qu'aujourd'hui, notre modèle économique, il est aussi fait en fait sur nos volumes classiques d'ordures ménagères résiduelles. Vous le disiez très bien, avec l'exemple de Besançon. Aujourd'hui, ils sont obligés en fait de prendre un certain nombre de décisions. On pense au four d'incinération, parce qu'il y a un moment, du moment qu'on veut avoir moins d'ordures ménagères résiduelles, ça veut dire qu'on a plus de choses à valoriser. Donc ça veut dire que énergétiquement, c'est plus les mêmes choses en volume qu'on va avoir. Donc il faut aussi y penser. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec le Cercle national de recyclage dans notre groupe de travail. Et évidemment, une des premières solutions, c'est de rappeler le principe du pollueur-payeur, avec la responsabilité à élargir aux producteurs, la fameuse éco-contribution que vous connaissez tous plutôt en fait par celui qui verse, c'est-à-dire l'éco-organisme. Aujourd'hui, nous avons des filières, et on en a de très nombreuses, puisqu'elles ne sont pas encore toutes mises en place à la suite de la loi AGEC, où on considère en fait que du moment qu'on achète un bien où derrière il devient un déchet, du coup en fait c'est bien le consommateur qui a décidé d'acheter ce bien qui va aller jusqu'au bout en fait avec une éco-contribution au démarrage pour venir compenser en fait le coût de sa collecte et de son traitement en fin de vie. Si vous regardez vos équilibres, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de principes. On dit que les éco-organismes, et en particulier sur les emballages, doivent couvrir 80% d'un coût moyen qui a été calculé à l'échelle nationale.
Si vous regardez bien, vous êtes à 43, entre 40 et 50% au mieux dans vos budgets. L'écart, il est significatif, surtout qu'aujourd'hui, dans ces filières, on nous en demande à nous, collectivités, de plus en plus. Mais tellement de plus en plus qu'on en devient nous-mêmes responsables en fait, des chiffres. Et on l'a encore entendu ce matin. Les collectivités aujourd'hui, à travers ces filières, il va falloir continuer à ce travail-là. Je vous représente en fait dans une instance qui est la commission inter-filière de responsabilité élargie des producteurs. Jean Revero a participé à de nombreuses réunions également. Aujourd'hui, en fait, on en oublie que notre rôle, c'est de collecter, c'est de traiter, et c'est d'offrir le maximum de solutions à nos habitants. Nous devons, en fait, mettre un certain nombre de moyens pour expliquer aux gens que lorsqu'ils font un choix de consommation, derrière, on leur offre la possibilité de le faire traiter au meilleur endroit, donc ou dans le bac jaune quand il s'agit d'emballage, ou bien en déchetterie lorsqu'il s'agit d'autre chose. Mais en tout cas, nous ne sommes pas responsables de la manière dont les gens consomment au départ, et donc on est extrêmement attentif à ne pas se retrouver en fait avec cette obligation réglementaire qui commence de plus en plus à nous être imposée. Une des deuxièmes pistes de travail, c'est effectivement impliquer la totalité des usagers dans ce financement, puisque, vous le savez, on gère un service public de gestion des déchets et assimilé. Et ce mot assimilé, il a tout son sens aujourd'hui, puisque c'est vrai que nos commerçants, nos artisans, quand ils sont dans des tailles de quelques personnes, généralement, en fait, on considère en fait que c'est comme notre habitant. Donc, en fait, on l'intègre facilement en fait dans notre service public. Mais aujourd'hui, en fait, les filières, on revient à ces fameuses filières de responsabilité élargie du producteur. De plus en plus, en fait, il y a des filières en fait qui sont offertes à ces professionnels. Et donc, il va falloir qu'on trouve l'équilibre entre ces filières professionnelles et les filières qui ne sont pas forcément toutes au même prix, en tout cas à la même compensation pour le service public de gestion. Je vais vous prendre un exemple. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui en fait la filière des emballages professionnels. Donc ça va être pour nos restaurateurs, pour nos boulangers, pour nos bouchers, pour nos charcutiers, nos poissonniers, nos chocolatiers par exemple. Il va y avoir en fait un certain nombre de possibilités à la filière en fait de récupérer de l'argent, mais aujourd'hui, le service public de gestion des déchets, si on ne trouve pas le moyen en fait à un moment donné d'être le plus juste possible par rapport à ces assimilés, on va passer à côté. Et ce seront à nouveau les gros qui, eux, ne vous inquiétez pas, ne passeront pas à côté, puisque souvent en fait ce sont ce qu'on appelle en fait des dispositifs opérationnels. Donc on va venir chercher directement à la boulangerie Ange, par exemple, ou Marie Blachère, quand pour nous, dans nos boulangers indépendants, on va continuer en fait à leur proposer et du coup en fait se retrouver avec un déséquilibre financier. Enfin, on parlait tout à l'heure de revoir nos modèles et d'anticiper nos modèles. C'est un témoignage aussi en tant que du bassin de Pompée sur des contrats de performance sur les déchets ménagers, sur la collecte des déchets ménagers. Nous avons fait partie en fait des collectivités qui avons été sélectionnées par l'ADEME pour réfléchir autour de ce contrat. On est parti en fait du principe simple, c'est que lorsque vous avez une collecte, en particulier lorsqu'elle est proposée en marché public, dès que vous avez signé votre contrat, le collecteur en fait n'a aucun intérêt à avoir moins de kilomètres au compteur, puisque de toute façon il va être moins payé à la fin. Alors qu'en réalité, nous on a besoin
coûte que coûte, d'avoir moins de kilomètres au compteur, puisque les moins de kilomètres au compteur, c'est moins de tournées, parce qu'on va arriver en fait à faire en sorte que l'ordure ménagère résiduelle baisse au maximum. Donc on a participé en fait à l'élaboration d'un cahier, enfin en tout cas de l'élaboration en fait de ces contrats de performance qui nous permettent à un moment donné d'être main dans la main avec le collecteur, main dans la main également en termes de prévention, de sensibilisation, de communication, d'information, pour qu'on aille tous dans le même sens, et en tout cas pour s'assurer en fait qu'on va faire baisser correctement l'ordure ménagère résiduelle, pour au maximum en fait s'assurer qu'un certain nombre de flux vont dans les bons endroits. Donc évidemment, on pense aux emballages dans ce qu'on appelle le recyclable sec, le biodéchet dans ce que vous avez mis en place dans la proposition que vous faites à vos habitants, à la déchetterie lorsque pour un certain nombre de matériaux et pour réemployer aussi, puisque aujourd'hui c'est aussi un vrai enjeu, sachant que sur un certain nombre de produits aujourd'hui, nous rappelons que certains distributeurs ont l'obligation maintenant en fait de récupérer ce qu'ils vendent, et on vous conseille véritablement, plutôt que de mettre coûte que coûte une benne, de vous interroger sur le territoire, de savoir si vous n'avez pas intérêt plutôt à ce que, je vais prendre un pot de peinture, et ça pourra faire un clin d'œil pour tous ceux qui connaissent en fait la difficulté qu'on peut avoir avec cet éco-organisme-là, à ce qu'il retourne plutôt vers le distributeur en fait qui l'a vendu, plutôt qu'on se retrouve en fait en déchetterie où on a plus de risques de payer une amende, d'être soutenu. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour certaines filières. Merci pour cette présentation. Je me tourne vers vous si vous avez des témoignages, des questions, des difficultés justement à partager. On a un moment pour échanger sur les déchets, mais également sur la problématique énergétique. Donc n'hésitez pas à lever la main bien haut. Oui, au premier rang, une première question. Oui, bonjour, Didier Huchon, président de la communauté d'agglomération des Mauges dans le Maine-et-Loire. Je vous écoutais et je ne vais pas vous donner mon avis, mais je vais vous retourner la question à vous, les intervenants, ou peut-être à la salle, sur plusieurs propos qui m'ont interpellé. Parce que le sujet d'entrée, c'était quand même les conséquences de la sobriété sur des SPIC. Et donc, je venais dans cet esprit de comment on va justement gérer ces services publics à l'attention de nos populations en veillant à l'équilibre de ces services et en l'exerçant donc en réponse à l'attente des habitants, mais surtout aussi avec des objectifs de transition écologique. Et ce qui m'a interpellé dans vos différentes interventions, et peut-être même venant de la salle, c'est sur la question en fait de l'inducteur qu'est le volume. Alors que ce soit pour les déchets ou pour l'eau d'ailleurs, qui était l'inducteur en fait traditionnel de l'eau. Alors pour ce qui est des déchets, pour ceux qui ont engagé une démarche incitative, effectivement, il y a une bonification à la baisse de volume, donc une tarification incitative, et je la trouve plutôt vertueuse, avec des territoires qui en mesurent la limite, quand justement la politique voulue par les élus produit ses effets, mais un peu plus vite que ce qu'ils pensaient, et que du coup ils sont face à un déséquilibre. C'est ce qu'on vit aussi sur le territoire des Mauges. Donc on n'est même pas à 100 kg, on est aujourd'hui à 95. Autant dire qu'on est à la limite du dispositif incitatif, donc il nous faut revoir le modèle. Mais ce qui nous amène aussi à cette question justement du changement du modèle et de l'impact pour les usagers du service. En l'occurrence, là aussi, je reprends les propos qui ont été tenus entre les différentes catégories d'usagers, que ce soit les particuliers d'une part, et puis alors les commerçants, mais ça peut être aussi... je pense à des acteurs du territoire qui nous ont interpellés quand on a changé la tarification, c'est les EHPAD, enfin un service malgré tout qui est assuré sur le territoire, qu'il soit public ou privé, mais qui relève d'une nature publique sur les territoires, qui nous amène à poser la question de est-ce que le déchet qui est produit par un EHPAD doit être moins cher que le déchet qui est produit par un particulier, le kilo en fait. Alors c'est une question que je vous pose, voilà, parce que la façon dont on va le collecter, le traiter, sera la même au final.
Alors je comprends l'intérêt de l'EHPAD pour le service rendu à un territoire, mais il produit le même déchet, le même volume. Donc ça c'est une question. Et sur l'eau, je vais poser la même question. Mais à l'inverse, l'eau et la ressource dont on parlait, le mètre cube d'eau, c'est le même. Il vient du même point de captage, il passe par la même usine, les mêmes réseaux, et il va donc desservir des particuliers, domestiques, des entreprises ou des exploitations agricoles. C'est le même mètre cube d'eau. Il a été capté de la même façon, traité de la même façon et distribué de la même façon avec la même qualité. Est-ce que pour des questions, c'est une question que je pose, est-ce que pour des questions de compétitivité, il faudrait que ce mètre cube d'eau soit facturé différemment? Et je vais encore plus loin sur la question de volume, puisqu'on parlait de sobriété, voire même de transition écologique. Est-ce que plutôt qu'un tarif dégressif, où on dit bah non, il faut arrêter le tarif dégressif, il ne faut pas facturer, au contraire, plus cher les volumes d'eau plus conséquents, auquel cas on va effectivement facturer plus cher les volumes d'eau des très gros consommateurs, qui vont immanquablement être justement soit mon EHPAD, soit mon entreprise. Alors, je pose des questions. Peut-être vous avez compris au travers de ma question quelle était ma réflexion sur le territoire des Mauges. Mais sujet intéressant, je pense qu'en 2 heures, on devrait pouvoir le traiter. Il nous reste 20 minutes, on fera au mieux. Juste, si tu veux, je te réponds sur l'eau. Hein. Alors, sur l'eau, si je prends l'exemple de mon agglo, on est en train de mettre la tarification progressive en place. Alors bien sûr avec tout ce que ça comporte par rapport à la précarité hydrique, le volet social, etc. Mais on distingue l'usager particulier de, je dirais, l'usager industriel, mais pas au sens industriel du terme, c'est-à-dire l'hôpital, etc. Donc, on distingue, il y aura un tarif différencié entre le particulier et les gros utilisateurs de l'eau. On aura 2 tarifs pour, je dirais, avoir un tarif différencié sur ces services-là qui sont différents. Nous, on le voit comme ça, et donc on n'applique pas la même politique, je dirais, tarifaire aux 2 entités. Voilà. Mais il n'empêche que c'est un sujet majeur parce que, bon, nous, si je prends par exemple la ville de Carcassonne, on a bien sûr fait des réseaux, etc. On a digitalisé, donc on a une relation particulière avec le particulier puisqu'on peut communiquer directement avec lui sur sa consommation journalière. Et résultat, grâce à cette résorption des fuites et relation avec le particulier, sur l'année 2023, entre 2022 et 2023, j'ai 800 000 mètres cubes de moins. Sur une consommation qui faisait environ 4 millions de mètres cubes. J'ai 800 000 mètres cubes de moins. C'est énorme. Mais, et donc ça pose question sur comment mieux tarifer pour avoir le modèle économique qui tient, pour pouvoir continuer à réaliser des investissements. Mais sur les utilisateurs que je qualifierais de services publics, comme l'hôpital, etc., on a une tarification différente pour tenir compte de... C'est pas le même mètre cube. Mais ça, je dirais, c'est une vision un peu politique de la distribution de l'eau. Et sur la partie déchets? Pour répondre sur la partie déchets très rapidement, et puis après... aujourd'hui, justement, les filières en fait, qui sont liées aux professionnels, hein, elles sont là pour répondre à ce type d'interrogation. Ça veut dire aussi que derrière, il y a des habitudes de travail qui vont être un petit peu différentes aussi. Et il va falloir qu'on accompagne aussi dans l'organisation, puisque parfois, on va se retrouver, par exemple, si je prends la filière des textiles à usage unique, hein, dont les EHPAD utilisent beaucoup, hein, que ce soit un certain nombre de draps particuliers, jusqu'aux couches en particulier. Donc ça va leur demander aussi une organisation un petit peu différente, mais aujourd'hui effectivement il va y avoir en fait une prise en charge par un éco-organisme qui va permettre en fait de venir différencier le coût entre le professionnel et le particulier. Et il faudra juste nous qu'on fasse une fois de plus, c'est d'ailleurs tous les enjeux aussi des futurs webinaires, parce qu'aujourd'hui on vous propose nos pistes, mais on vous invite en fait à nous rejoindre en fait dans les webinaires pour qu'on continue en fait à anticiper ensemble cette sobriété.
et les pistes de travail en fait qu'on a commencé à élaborer, puisqu'on n'a pas une solution, il va y avoir des solutions en fonction également des territoires. On l'a évoqué un tout petit peu dans les propos, mais la différenciation du mode de consommation d'un territoire à un autre, il est aussi réel. Il y a des régions où il y a plus de verre mis en marché que d'autres. Je vous entendais dire que vous avez Coca. J'espère qu'avant de leur donner des autorisations, vous allez leur demander en fait qu'il n'y ait plus aucune bouteille qui sorte de leur usine. Et puis comme ça, on n'aura que du verre. Et puis comme ça, là, on commencera à être un petit peu d'accord avec eux. Parce qu'il y a un moment donné aussi, c'est la manière dont on se pose aussi. Donc, venez rejoindre les webinaires pour qu'on continue en fait à s'interroger sur des pistes de travail en fait qu'on vient vous proposer aujourd'hui. Monsieur Klopfer, vous souhaitiez réagir également? Il y a eu des réponses techniques et la réponse financière que je vais vous faire va être aussi, et là je m'aventure sur un terrain qui n'est pas le mien, mais à force de côtoyer des avocats publicistes, je commence à connaître leur mode de raisonnement, mais d'ailleurs je crois que Maître Solène de C est dans la salle, donc si à un moment donné je dis des bêtises, je pense qu'elle prendra la parole. Il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est constante, c'est que deux usagers ou contribuables qui sont dans la même situation, on ne peut pas leur imposer un régime différent. Et d'ailleurs, l'ex-ADCF, Intercommunauté de France, avait hurlé à la mort, ainsi d'ailleurs que d'autres associations d'élus, puisque c'était le cas des maires des grandes villes de France, aujourd'hui France urbaine, lorsque le Conseil constitutionnel, fin 2009, avait annulé le maintien de la taxation des recettes des professions libérales qui avaient plus de 5 salariés au moment de la disparition de la taxe professionnelle. Donc évidemment, la décision était incontournable. Alors pour revenir à notre sujet de l'eau, des déchets, etc., sur l'eau, on l'a vu, on peut distinguer un tarif progressif, on peut distinguer un tarif suivant le diamètre des installations, donc la tuyauterie, on fera une distinction qui est admissible. On peut distinguer, quand on fait de la péréquation et de la tarification sociale en fonction du revenu par habitant, avec des chiffres qui sont donnés par les organismes sociaux. Donc là, ça passe, et d'ailleurs le budget principal peut en prendre en charge jusqu'à concurrence de 2% de la recette. Mais je voudrais également prendre un autre exemple en matière de déchets qui là pose un vrai problème financier. C'est qu'en théorie, les collectivités devraient mettre en place une redevance spéciale quand elles sont à l'atome, et que dans la pratique, elles ne le font pas. Et vous savez pourquoi elles ne le font pas? Parce que cette redevance spéciale n'est pas soumise à la TVA, parce qu'elle est considérée comme étant un impôt, tout en n'étant pas dans le CIF, ce qui est une aberration complète. Et par conséquent, il y aurait un moyen très simple, ce serait de permettre de l'assujettir en option à la TVA, parce que vous n'êtes pas compétitif quand vous avez besoin d'appeler des moyens de l'extérieur pour prendre des déchets qui ne sont pas banals. Donc vous ne pouvez pas le faire avec vos propres moyens, et donc vous ne pouvez pas récupérer la TVA, contrairement aux entreprises qui, elles, la récupèrent. Et à partir du moment où on résoudrait ce problème, qui ne me semble pas extrêmement compliqué, on éviterait la pollution, si je peux dire, des déchetteries par des socioprofessionnels déguisés qui viennent apporter leurs déchets, disons, qui ne sont pas banals. Donc on a des moyens de faire, disons, de résoudre la question sans passer par une anomalie juridique, mais de la résoudre par, disons, des problématiques financières qui sont à la portée, je dirais, d'un gouvernement qui aurait le temps de s'y atteler. Monsieur Lévier. Mais je voulais revenir sur le sujet des déchets, parce que je pense qu'en fait, il faut qu'on modifie notre approche sur les déchets. Jusqu'ici, tout le principe, c'était, on a des déchets sur notre territoire, comment on fait pour les filer chez les voisins? Parce que c'était quand même ça pour l'essentiel, il faut quand même le dire. Moi, je pense que les déchets, c'est une ressource. C'est une ressource, et c'est même une ressource pour produire de l'énergie sur nos territoires. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir une approche qui va être une approche assez nouvelle, y compris avec des techniques et des technologies nouvelles qui aujourd'hui n'existent pas en France, mais existent ailleurs, et qui fonctionnent très bien, et qui permettent de pouvoir rentrer tous les types de déchets. Des déchets, évidemment, des ménages, mais aussi des déchets d'entreprise, mais aussi des déchets de dasserie, c'est-à-dire tous les déchets d'hôpitaux ou d'EHPAD, et qui permettent de pouvoir produire de l'énergie. Sauf que, pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? C'est ce que j'ai un peu glissé tout à l'heure, mais je continue. C'est parce que ça va faire bouger des lignes.
Aujourd'hui, il y a des organisations et des structurations pour emmener des déchets à 100, 200, 300 km et spécifiques qui sont aujourd'hui en fonctionnement. Moi, je pars du principe, nous, on est en train de faire une étude sur le sujet, sur le territoire, que sur nos territoires, on peut faire des cercles de 50, 60 km et on peut trouver des moyens et des techniques. Après, il faut regarder le modèle économique. Hein. Je ne suis pas au bout de l'étude, donc je ne peux pas arriver à dire tout. Mais on peut trouver des modèles économiques qui vont permettre d'utiliser tous ces types de déchets pour produire de l'énergie. Mais ça va changer les modèles. Et ça va changer les modèles de structures et d'entreprises avec lesquelles nous travaillons tous. Tous. Donc la question, c'est de savoir si on y va ou si on n'y va pas. Moi, je pense qu'il faut y aller et qu'on va en effet changer de modèle économique, en effet diminuer notre TGAP. C'est très important pour nos citoyens. Et on a vraiment des enjeux qui sont derrière. Mais il faut avoir un peu de courage politique. Et puis, il va falloir être sûr de pouvoir tenir parce que la bataille va être rude. Madame Begormer, vous souhaitiez porter un élément de synthèse sur cette partie déchets. C'était un peu pour réagir parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de faits par les collectivités qui ont une compétence. Donc déjà, c'est l'intercommunalité. Dans un certain nombre de cas, ça a pu être délégué en fait à des syndicats. Mais aujourd'hui, dire qu'on n'a pas mis en place les redevances spéciales, c'était valable il y a quelques années. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, si vous regardez les cartes, il y a énormément de collectivités qui posent en fait une tarification incitative, qui mettent en place une redevance spéciale, ne serait-ce que pour s'assurer à un moment donné sur la différenciation en fait, du service qui est apporté. Vous ne pouvez pas dire, je prends le cas de mon territoire, vous ne pouvez pas dire à vos habitants, je viens vous collecter tous les 15 jours vos ordures ménagères résiduelles, et pour l'EHPAD d'à côté où on va avoir 2 camions par semaine, je vais payer le même prix. Donc on a aussi cette vision à un moment donné où évidemment on a besoin en fait de clarifier le prix du service et donc on adapte le service y compris avec de la redevance spéciale. Voilà. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts quand même depuis un certain nombre d'années. Merci. Donc, nous avons présenté les propositions par thématique, mais vous l'avez bien entendu, en fait, qu'il s'agisse des constats, des difficultés, des pistes de solutions, un certain nombre de points communs peuvent s'observer entre le service de gestion des déchets, le service d'eau, la gestion également des réseaux de chaleur et de froid. Et je souhaitais revenir sur cette question de la transversalité. C'était également un point au cœur de votre démarche, Nicolas Riot, sur le modèle économique des services urbains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces points qui vous ont interpellé ? Oui, alors je vais essayer de faire court parce qu'on s'approche de la fin de cette table ronde, mais pour celles et ceux qui le souhaitent, j'ai apporté la synthèse de l'étude. J'en ai quelques exemplaires si vous voulez en discuter plus longuement. Juste après, peut-être me focaliser sur les leviers dont vous disposez, vous, collectivité, par rapport à ça. Parce que ce qu'on constate, nous, à l'issue de notre travail, c'est une forme d'inertie des outils de pilotage des services urbains qui continuent, enfin qui ont été construits dans un modèle de forte croissance des volumes et pour accompagner le développement des infrastructures. Or, c'est plus le contexte dans lequel on est. On l'a dit, les infrastructures sont arrivées d'une certaine manière à maturité et l'enjeu, c'est plutôt comment on finance leur renouvellement. Et du côté des besoins, ils ont plutôt tendance soit à se stabiliser, soit à diminuer dans une logique de sobriété. Et du coup, c'est ces outils-là qu'il faut faire évoluer. Alors, on a parlé de tarification. Moi, il y a 2 autres outils qu'on a essayé de travailler dans l'étude et que je voulais partager avec vous. C'est d'un côté les contrats de concession, de l'autre les PPI et la programmation pluriannuelle des investissements. Nous, on s'est posé la question de comment réussir dans les contrats de concession à intégrer ce qu'on appelle l'aléa sobriété, c'est-à-dire à cette perspective d'une érosion des consommations dont on ne connaît aujourd'hui ni le rythme
ni l'ampleur. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart de ces contrats de concession reposent sur des projections de consommation qui sont en réalité de plus en plus irréalistes et que ça provoque un risque d'obsolescence de ces contrats qui avaient au contraire pour but de sécuriser les parties en présence. Donc la question qu'on se pose, c'est comment faire pour anticiper davantage une trajectoire de sobriété plus robuste et plus crédible, ce qui suppose aussi de travailler un peu la mise en cohérence entre les objectifs qui sont affichés dans les plans climat d'inquiété et les hypothèses de consommation qui sont pris comme point de départ pour ces contrats de concession, pour les rendre plus soutenables au niveau écologique évidemment, mais aussi et surtout au niveau financier. C'est aussi comment on arrive à intégrer dans ces contrats un mécanisme de rémunération incitative, parce qu'on a beaucoup parlé tarification incitative. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la tarification, elle est incitative pour la demande, pour l'usager, mais elle est en réalité plutôt désincitative pour l'opérateur, puisque plus on vous l'avait dit avec l'exemple des déchets, plus elle va fonctionner, moins ils vont être rémunérés. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est bien d'inciter les usagers, c'est encore mieux d'inciter les opérateurs. Donc comment on fait évoluer la rémunération des opérateurs pour les inciter à coller au plus près de cette trajectoire de sobriété énoncée dans le contrat, et c'est ce qu'on est en train de réfléchir autour de la mise en place d'un fonds sobriété dans ces contrats et qu'on est ouvert à travailler avec vous. Deuxième exemple, c'est celui des PPI sur comment, là aussi, on arrive à mieux anticiper l'impact de la sobriété dans la programmation des investissements. Question qui ne se posait pas jusqu'ici, parce que comme les consommations étaient en hausse, au pire, on voit un peu trop grand, il suffit d'attendre quelques années et le rattrapage se fait tout seul. Si maintenant les consommations stagnent ou diminuent, en fait, si on voit trop grand, on va le payer chaque année un peu plus. Et donc le risque de surdimensionnement des infrastructures, le risque d'avoir surestimé la rentabilité de ces investissements devient beaucoup plus important, ce qui nous amène, selon nous, à la fois à faire évoluer les critères d'évaluation pour évaluer la pertinence et la robustesse des investissements engagés, pour privilégier l'adaptabilité de ces investissements, là où jusqu'ici on privilégiait les économies d'échelle. Et donc comment faire des investissements qui permettent de réduire les effets de seuil et de redimensionner l'infrastructure au même rythme que les consommations vont diminuer. Donc c'est ça qu'on essaye de travailler, ce qui nous amène aussi à questionner de plus en plus la frontière qui est faite entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement, comme si l'investissement était toujours vertueux, là où le fonctionnement était toujours problématique. Et en matière de sobriété, on se rend compte qu'à bien des égards, on parlait des économes de flux tout à l'heure, les dépenses de fonctionnement sont parfois les meilleurs investissements qu'on puisse faire en termes de viabilité économique du service. Donc, voilà, je le dis parce que dans le contexte budgétaire du moment, c'est un message qui nous semblait aussi important à faire passer. Monsieur Klopfer, vous souhaitiez oui, un mot rapide peut-être? Je partage tout à fait l'avis de ce qu'on appelle, enfin, ce dont vous parlez, c'est les clauses de bonus-malus pour les entreprises concessives. C'est un système qui existe dans le monde, qui est d'ailleurs labellisé pour les contrats de partenariat, mais qui peut tout à fait être mis en place pour les DSP. J'attire néanmoins l'attention sur un point. Il y a normalement, évidemment, des clauses exonératoire d'indemnité. Parce que, entendu, l'entreprise ne discutera jamais les conditions dans lesquelles elle obtiendra un bonus. En revanche, elle pinaille davantage sur les malus, ou les malus si vous préférez. Et donc, il y a normalement un cas bien connu qui s'appelle la force majeure. D'ailleurs, on peut se féliciter de ce mot parce qu'on se plaint souvent d'avoir beaucoup de franglais, mais le mot de force majeure, c'est un beau mot de la langue française qui est utilisé maintenant dans toutes les langues. Donc, quand vous voyez des textes en tchèque, c'est marqué force majeure entre guillemets. Voilà. Sauf que les entreprises
ne se contentent pas uniquement de la force majeure au sens du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'ils essayent d'introduire des clauses légitimes, et j'ai vu je dirais d'autres mots qui les amènent à ne plus voir exposer le compteur des pénalités, ou encore moins de la mise en régie. Et j'ai notamment très récemment le cas d'une station d'épuration dont j'ai vu avec affolement sur le contrat qu'en fait la collectivité ne pouvait pas faire de réserve, mais ça demande des observations. Et donc c'est à ce stade du cahier des charges et surtout de la négociation du contrat qu'il faut faire extrêmement attention de ces systèmes soi-disant miroirs, mais dans lesquels on engrange les bonus, mais on conteste en permanence les malus, et le contrat permet malheureusement de le faire. Un vaste sujet qu'on pourra explorer encore dans les prochains mois dans le cadre de nos travaux. On approche de la fin, mais je ne souhaiterais frustrer personne. Est-ce qu'il y a une dernière question, réaction ? Alors, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il y ait de dernières demandes. Bon, dans ce cas, on va pouvoir conclure cet atelier. Donc, juste pour vous indiquer qu'on se donne rendez-vous donc à 3 reprises le 14 novembre pour échanger sur le financement des services d'eau et d'assainissement, et M. Banquet reviendra sur les propositions de manière plus détaillée. Et on aura également un webinaire donc le 11 décembre sur le financement des réseaux de chaleur et de froid, avec M. Léveillé qui reviendra également sur les propositions, et un échange avec Forest Eder qui nous parlera des projets citoyens. Et enfin, le 7 janvier, donc, pour revenir sur le financement des services de déchets avec Madame Bégormer. Donc, un grand merci à tous pour votre participation, et donc vous êtes invités à rejoindre l'apéritif des régions qui se tient dans l'espace exposition. Merci à tous les 6.